Bonsoir et bienvenue à tous encore une fois pour cette troisième sur 4 conférence du professeur Michael Lackner de l'université de Erlangen-Nürnberg en Allemagne, qui dirige cet important, comme on dit en anglais, donc le Cluster of Excellence consacré justement aux questions de prognostication, divination. Et donc le professeur Lackner a commencé à nous emmener dans un passionnant périple, je reprends son terme, donc cette circumnavigation autour donc de l'île de la divination. La semaine dernière, nous avons vu le paysage de cette île se préciser. Je rappelle justement les deux montagnes que l'on aperçoit à chaque stade de ce périple, donc Zhuxi et Tiyun, donc, qui sont les deux grandes références donc, de ce périple. Donc, Merci, bonsoir à tous. Effectivement, c'est le troisième arrêt ou la troisième station de ma circumnavigation autour de la question de savoir s'il y a eu une philosophie de la divination chinoise. Vous vous souvenez peut-être que la première de mes conférences était consacrée à la pensée autour du classique des mutations. Et puis la deuxième, j'essaie une brève récapitulation de ce qui a été dit. Donc, elle a été consacrée à la conception des arts antiques comme voie mineure, ou petit chemin, xiaotao, surtout en ce qui concerne la rencontre ou les rencontres entre un lettré ou les lettrés et les experts. Les lettrés d'une part, les experts de l'autre. Et là, je vous rappelle, n'est-ce pas, la conversation, le débat même entre Sima Jiju et Jia Yi. Et Jia Yi, ce dernier, un grand lettré de son époque, s'étonne du fait qu'un sage puisse étaler son savoir sur un marché, effectivement, sur un lieu méprisé. Et Inutse, donc en germe, on a effectivement d'une part, la ressuscitation des sages de l'Antiquité, à chaque fois qu'on rencontre un grand devin, mais en même temps, bien sûr, c'est un métier qu'ils exercent sur des marchés, dans des petits stands, etc., etc. Donc là, en Inuit, on a déjà ce mépris, d'une part, mais aussi le grand étonnement devant une divination réussie. Guan Lu répète la même chose parce qu'il rencontre He Yen beaucoup plus tard, effectivement plus de 200 ans plus tard. Il a aussi prédit la mort de He Yen, qui est un intellectuel qui préconise une tradition de l'interprétation du classique des mutations tout à fait intellectualiste. Donc, deuxième chose, interprétation de poèmes produits par l'écriture planchette. Et là, vous vous souvenez peut-être que, effectivement, ma deuxième montagne, donc, qui a été évoquée à l'instant, donc Jiyun, Ji Xiaolan, qui était l'un des deux compilateurs de la plus grande anthologie que la Chine ait jamais connue, en 1782, rencontre à plusieurs reprises des devins. Et ici, il s'agit d'un poème qui a été produit, effectivement, qui est issu d'une écriture planchette, donc d'un génie qui descend dans un médium. Et la dernière ligne, effectivement, dans l'optique de Jiyun, prédisait la mort prématurée de sa concubine. Mais quand les feuilles tombent et que le gel apparaît, le froid entre. Wen Tianxiang, c'était quelqu'un qui calculait effectivement les probabilités horoscopiques, qui
comptait à peu près 500 000, enfin 518 000 possibilités de combinaisons horoscopiques qu'il confrontait en même temps à la population de la Chine à son époque, donc à 18 millions d'habitants à peu près. Donc quelqu'un qui calculait, mais qui en même temps était très très proche des méthodes horoscopiques. Donc là aussi une certaine tension entre, disons, le scepticisme d'une part et la crédulité de l'autre, que j'ai esquissé la dernière fois. Donc, tout ici, Deuxième montagne, préface d'un livre écrit par un devin, que j'ai confronté un tout petit peu avec, si vous vous souvenez, Albert le Grand, qui, dans son traité des Fataux, fait la distinction entre les causes, causées, qui en Dieu sont tout à fait simples, etc., éternelles, immuables, et qui, sur l'échelle de l'étang, donc le gradus entium, sont de plus en plus temporaires, variables, mélangés au matériel, de sorte qu'un astrologue dit souvent quelque chose de vrai qui pourtant ne se réalise pas parce que c'était seulement vrai, verissimum, par rapport à la position des astres, mais influencé et exclu par la variabilité des choses matérielles. Et étrange coïncidence, on trouve la même chose, ou presque la même chose, sans la connaissance d'Aristote, chez Jussy, donc XIIe siècle. Et vous avez le texte là, le principe selon lequel le ciel et la terre produisent les êtres ne dépasse pas le yin et le yang, mais les fluctuations du resserrement et de l'expansion, la complexité du changement, la complexité du changement et de la mutation sont certainement inépuisables. Donc, même chose, disons, un astrologue peut dire vrai, ou un horoscopiste, si vous voulez, parce que l'horoscopie chinoise ne se base pas sur les astres, ou beaucoup moins, mais en même temps, on a cette étrange coïncidence, la même conclusion, finalement. Et là aussi, une dernière chose, peut-être l'impact de la morale, ce qu'on soit obligé, c'est ici, voilà. 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 Il faut se cultiver soi-même pour construire sa destinée en attendant. Ceci n'exclut pas, effectivement, l'accès à la divination, mais en même temps, il y a une précondition. Et la précondition, c'est une précondition d'ordre moral, tout à fait. En suivant tout droit sa voie, en parvenant à son destin sur la voie de son ambition, en changeant toujours des habitudes répréhensibles, etc., etc. Donc, vous voyez bien l'argument qui se base sur la morale. Et ici, il faut que j'ajoute quand même une petite correction grâce à l'intervention du professeur Christopher Cullen, qui était présent la dernière fois. Si vous, là, j'ai mis l'accent, effectivement, sur l'idée que l'un des grands héros, finalement, des Lumières en Chine, donc Yen Fu, qui a traduit, comme vous voyez, Montesquieu, John Stuart Mill, Adam Smith et beaucoup d'autres, n'est-ce pas, a consulté le livre, le classique des mutations, une fois par semaine, au moins. Donc, mon argument s'était beaucoup basé sur ce fait, effectivement, qu'il ait été si proche de la divination sans jamais l'admettre en public. Alors, dans son journal, il laissait fréquemment un espace blanc pour la vérification d'un oracle. Et dans ce cas, nous lisons, résultat plus tard, le 51e jour, Tiayin, du cycle sexagénaire chinois, c'est-à-dire un jour remplissant le vide
j'obtins des moyens financiers. Donc un jour, donc un jour remplissant le vide, c'est-à-dire le vide, c'était les moyens, son manque de moyens financiers, et littéralement, ce jour remplissait le vide et il a obtenu des moyens financiers. Donc encore une fois, ça corrobore, disons, mon idée sur, que j'ai évoquée la première fois pendant la première conférence, d'un naturalisme, effectivement. C'est un jour qui remplit le vide. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, mon arrêt ou ma station, la perspective que j'aimerais entreprendre, c'est la question de la liberté. Donc, et on pourrait même l'appeler, cette conférence, les pratiques mantiques de la Chine, des lieux de liberté. Dans les années, vous voyez là, le jésuite sicilien Lodovico Buglio traduisit en chinois de grandes parties de la Summa Theologica de Thomas d'Aquin, l'un des plus grands exploits de l'histoire en matière de traduction, qui m'occupe depuis 3 ans, je peux dire, mais sans résultat apparent jusqu'à présent, qui, chose étonnante, n'a pas fait l'objet de recherches jusqu'à présent. D'innombrables concepts durent être créés, d'autres furent repris, mais en subissant un changement sémantique. C'est le cas aussi pour le concept du libre arbitre. Buglio opte pour zizhuan, agir de son propre chef. L'expression est attestée pour la première fois dans l'un des 4 livres du confucianisme, L'invariable milieu, le paragraphe 29, où il est écrit « L'imbécile agit pour son propre compte, le vilain agit de son propre chef ». Buglio n'aurait pas pu choisir une traduction à connotation historique plus négative. Mais pourtant, elle correspond tout à fait à l'idée du libre arbitre. Il est difficile de savoir ici si Buglio s'est opposé intentionnellement à une tradition ou bien s'il croyait faire œuvre de créateur de mots, pour ainsi dire innocent. Par ailleurs, un destin similaire fut partagé par le concept chinois de liberté, ziyou, partir de soi-même, utilisé actuellement, à l'heure actuelle, très répandu, effectivement, mais qui, dans cette signification, apparaît pour la première fois dans le traité sino-américain de 1867, l'un de ceux qu'on appelle les traités inégaux. Donc ici aussi, c'est la connotation historiquement négative qui pèse sur ce néologisme, connotation qu'on ressent aujourd'hui encore pour ce qui est de la Chine officielle et officieuse. La liberté et le libre arbitre n'ont-ils pas donc leur place dans la tradition chinoise? Pour répondre à cette question, je ne voudrais pas, pour une fois, partir de l'histoire des concepts mentionnés au début, mais emprunter une autre voie. La civilisation chinoise a été qualifiée, comme je l'ai déjà mentionné, de civilisation divinatoire par excellence, par Jean Levy. Et en effet, elle a créé les instruments les plus complexes et aussi les plus durables de techniques mantiques que nous connaissions. La divination est la prédiction d'un ou de plusieurs événements ou d'une configuration d'événements qui sont étroitement liés à la destinée d'un individu ou d'une collectivité. En Chine, elle est presque exclusivement associée à une espèce d'outil de décision, parce que le prophète, le voyant, n'y joue pratiquement aucun rôle en comparaison avec les traditions monothéistes. L'intuition qui caractérise le voyant, le nabi du Proche-Orient et la piti de la Grèce antique, souvent sous forme d'une inspiration divine, ne joue souvent qu'un rôle relativement marginal dans la Chine traditionnelle, surtout en ce qui est la prédiction, en ce qui concerne la prédiction. Donc la très grande majorité des prédictions transmises procèdent à un calcul du destin
dans lequel l'intuition est seulement synonyme de l'interprétation d'un code ou chiffre ou chou destiné à être appliqué au cas concret. Si l'on regarde de plus près les attitudes traditionnelles concernant l'activité divinatoire, il serait possible, à mon avis, d'avoir une idée plus précise de ce qu'étaient les possibilités de liberté en Chine. Une opinion largement répandue voit la divination étroitement liée à l'idée de déterminisme ou même de fatalisme, et par conséquent, dans une culture divinatoire par excellence, il ne devrait pas y avoir de vision accordant une place à la liberté. D'autre part, il se peut que le rapport entre déterminisme et art antique soit différent et plus complexe qu'on ne le pense généralement. Dans ce qui suit, j'aimerais apporter quelques élargissements à la voie déjà esquissée. Donc, dans le cadre d'une seule conférence, il est toutefois impossible de donner une description détaillée de toutes les techniques divinatoires que la Chine traditionnelle a produites. C'est la raison pour laquelle je me contenterai de donner un aperçu sommaire. Un aspect essentiel de la divination réside dans l'attribution d'une signification à des phénomènes qui ainsi peuvent être interprétés comme signes. Les concepts utilisés dans les civilisations traditionnelles occidentales pour désigner le phénomène de la prédiction indiquent différentes voies permettant de prédire l'avenir. Le concept mantique se rapporte en fait à la voyance, mantis en grec, et le concept de la divination à la capacité de pressentir quelque chose à l'origine, probablement la volonté de Dieu. Et dans les langues modernes, on pourrait dire aussi, par exemple, deviner, indovinare en italien, le prophète étant un émissaire, etc. En revanche, les concepts chinois les plus anciens dérivent moins du sujet de la divination que plutôt des objets qui servaient à la divination. Le caractère bu, premier, désigne aussi bien l'image d'une fissure dans la carapace de tortue utilisée pour la divination que par sa prononciation, poc, poc, le son produit par celle-ci en se fissurant. La tortue et l'aquilée sont les symboles par excellence de la divination. Pour ce qui est de la littérature divinatoire, les catalogues bibliographiques des dynasties Han et Sui, eux aussi, contiennent dans leur très grande majorité des concepts qui se réfèrent à la divination à l'aide d'objets. Un autre caractère, Chan, deuxième, montre une bouche sous le caractère mentionné et est attesté aussi bien pour le processus de la consultation de l'oracle que celui de l'interprétation. Ici, exceptionnellement, un sujet apparaît avec un objet. Et rappelons que oraculum, c'est un site dans sa première acception. Un site, le lieu de l'oracle, n'est-ce pas? L'idée de la calculabilité des destins est décisive pour l'évolution ultérieure des concepts. Shu, qui à l'origine signifie le nombre, devient le code. Le code du destin et remplace fréquemment ce mot. Le chiffre. Le concept de la calculation du destin, Suanming, devient le chiffre, effectivement, de la vie. L'oracle des Aquilées, par exemple, peut être consulté. On peut lui soumettre des faits par des questions et l'expert présentera un hexagramme, pourquoi, ou aussi le déploiera en le divisant. Ça, c'est un mot, c'est un terme technique, n'est-ce pas, qui n'est utilisé que pour l'acte de la divination, pour la division des tiges de l'Aquilée. Ce qui est important pour toutes les techniques, ce sont les différents degrés de tension entre l'idée de la détermination de l'avenir et la possibilité de déduire d'une divination des options d'action. En cela, nous devons faire la différence entre les divers arts mantiques ainsi qu'entre les diverses prétentions des experts quant à la véracité de leurs pronostics. Il semble que les meilleurs connaisseurs des pratiques de l'oracle
tendaient beaucoup plus au fatalisme que, par exemple, les personnes associant une sorte de diagnostic de la personnalité, du caractère, à des prédictions concernant l'avenir. Mais je parlerai d'elle plus tard. Restons-en d'abord à l'oracle. On trouve des nombres au sens de chiffres déjà sur les os oraculaires de la fin du troisième millénaire avant notre ère. À partir de la fin du XIVe siècle, on trouve des caractères sur des os qui provenaient d'abord de cerfs, de moutons, de cochons et de bœufs et qui seront de plus en plus remplacés plus tard par la carapace de certaines tortues, probablement élevées à cet effet. Les os étaient chauffés à haute température et les fissures qui résultaient de ce procédé étaient interprétées. Le système de signes servant de base à cette interprétation n'a pas encore été déchiffré jusqu'à présent. Il y a des amorces, il y a des idées. Tout récemment, on a trouvé dans les fouilles, on a trouvé un traité qui s'appelle Schöfa, mais qui n'est que, disons, une amorce qui nous informe sur cette technique. Mais on peut présumer que la numérologie des chiffres, effectuée parallèlement ou en commun avec l'interprétation des fissures, a influencé la naissance du livre de l'oracle chinois par excellence, à savoir le classique des mutations. Nous avons ici affaire à une configuration de 64 caractères composés de 6 lignes, d'où le concept d'hexagramme, caractère que l'on trouve en divisant arbitrairement 49 tiges d'Aquilée plusieurs fois, 3 fois pour chaque ligne, donc en tout 6 fois 3, 18. 4 valeurs numériques différentes désignaient la qualité des lignes. Nous ne voulons pas nous attarder sur les détails, mais retenons que, aussi bien pour l'oracle basé sur l'interprétation des fissures dans les os, que pour la méthode des tiges d'Aquilée, aujourd'hui encore largement répandue, la procédure suit au fond le même principe. D'abord, un élément aléatoire, un acte arbitraire, réchauffement des os, division des tiges, suivi d'une interprétation systématisée et, dans le cas de l'Aquilée, d'un calcul systématique. Donc, de cette façon, bien sûr, il n'y a plus de chance, effectivement. Tout est aléatoire au début, mais en même temps, c'est le processus ou le moment aléatoire qui décide de tout. Dans la Chine ancienne, il y eut, comme j'ai déjà évoqué pendant la première conférence, il y eut très peu de tentatives de théoriser le phénomène de l'oracle. Dans ce qui nous est transmis, on trouve très rarement des propos de représentants du savoir des experts qui présentent leur art dans un contexte explicatif. Il faut attendre effectivement la fin des Han et puis plus tard les philosophes néo-confuciens. Ceci peut s'expliquer par le fait que la question de l'instance ou de l'autorité responsable de l'oracle, en particulier sur la base du classique des mutations, n'a été posée et éclairée que de façon relativement rudimentaire. D'après un passage du livre des rites, un fait doit être soumis sous forme de question à l'esprit, Shen, et à la force magique ou lumineuse ou spirituelle, Ling, de la tortue et de l'Aquilée. Nous misons sur toi, ô grande tortue, toi qui possèdes la durée. Nous misons sur vous, ô grande tige de divination, qui possédez la durée. Ces paroles seront recommandées jusqu'au XXe siècle et en partie aujourd'hui à nouveau en guise de prière, devant être dites à côté des autres préparations rituelles, jeûne, purification du questionnaire de l'oracle, nettoyage de la salle, préparation de la table, etc. La prière apparaît pour la première fois, donc la prière explicite, dans l'appendice à l'ouvrage de Zhu Xi, Zhou Yi Ben Yi, Signification fondamentale des mutations, où il explique ses procédures et se confie ce qu'il appelle pouvoir spirituel et à l'intelligence divine des tiges de l'Aquilée.
apparemment, il y a un esprit inhérent à l'objet, tortue aquilée, qui est à l'origine de la réalisation de l'oracle. À l'époque de la dynastie Shang, quand on utilisait des os oraculaires, il se peut que ce fussent encore les ancêtres qu'on consultait en tant qu'autorité et instance, mais c'est encore très controversé. Mais ensuite, la sacralité se déplacera de plus en plus dans les objets eux-mêmes. Ce ne sont ni une divinité vivante en dehors des choses, ni les astres qui sont responsables de la réalisation d'un oracle. Comme le monde des chiffres est donc une partie de la nature, les experts de l'oracle ne voient que rarement la nécessité de leur donner une explication pour ainsi dire métaphysique. En général, ce sont donc les philosophes qui certes ne disposent pas du savoir des experts, mais représentent de façon d'autant plus détaillée les connexions de nature cosmologique. Le penseur qui voudrait légitimer l'oracle doit, pour ainsi dire, oublier que c'est quelque chose de créé, de fait par l'homme. Certaines configurations, de quelque sorte qu'elles soient phénomènes naturels ou phénomènes produits à l'aide d'artefacts, reçurent jadis un sens à travers des classifications hautement complexes, sens qui, après avoir oublié le fait qu'il avait été créé, peut être à nouveau interprété comme l'immédiat. Cet immédiat apparent souvent comme le ciel ou comme régularité des processus naturels. Il est prouvé que Thomas d'Aquin ne comprenait pas grand-chose à l'astrologie, mais dans son traité des Judicis Astrorum, auquel je reviendrai plus tard, il a quand même réussi à intégrer dans un contexte théologique et cosmologique. Il en est presque de même pour le philosophe chinois dont nous allons encore parler. L'idée de la véracité, la prétention à la vérité est liée à l'interprétation des verdicts oraculaires, par exemple du traité canonique des mutations. Le verdict oraculaire est toujours sensé, son contenu est toujours vrai. Certes, on ne peut consulter l'oracle que 2 ou 3 fois au maximum, mais le contenu peut être mal compris. En règle générale, il s'agit soit d'une lecture du texte de l'oracle, pour ainsi dire incorrecte, sur le plan philologique, soit d'un manque d'aptitude technique dans la prise en considération des configurations des lignes, mais finalement, le décryptage des correspondances entre les hexagrammes est peut-être aussi une activité philologique. D'ailleurs, il y a de bonnes raisons de ramener la tradition chinoise des commentaires à l'analyse herméneutique du verdict de l'oracle. Dans ce qui suit, je vais citer maintenant quelques anecdotes pour vous amuser, qui nous montrent les difficultés de l'exégèse. Un bon exemple du mauvais travail d'un philologue est probablement la consultation entreprise vers l'année 91 avant notre ère du classique des mutations par l'empereur Wu de la dynastie Han. Ce dernier voulait savoir si sa campagne militaire contre les Xiongnu, donc un groupe de tribus nomades qui restent en guerre avec la Chine pendant des siècles, aurait du succès ou non. Et le résultat fut l'hexagramme numéro 28, grande transgression, grand dépassement. Le maître suprême de l'oracle était d'avis que la victoire sur les Xiongnu ne se ferait plus attendre longtemps. Il s'appuyait en cela sur le commentaire à propos d'une ligne qui avait changé. Donc il y a un commentaire pour chacune des 6 lignes, pourvu qu'elle change, et dont une partie de celle-ci exprimée comment cela pourrait durer. Cependant, l'armée impériale fut vaincue, en fait. Le maître de l'oracle n'avait pas utilisé le texte entier pour son interprétation. On y lit « Un peuplier desséché fleurit, comment cela pourrait-il durer ?»
C'est pour ainsi dire la partie strictement philologique de la fausse interprétation. Si l'on considère, mais c'est encore plus compliqué, l'hexagramme résultant du changement de la cinquième ligne, c'est-à-dire de celle-ci qu'il s'agit, à savoir hung, ça donne un autre hexagramme, durabilité, encore une autre erreur, pour ainsi dire, de configuration serait possible. Il avait fait une erreur en reliant les lignes avec les qualités numérologiques qui leur sont attribuées. C'est trop compliqué. Le célèbre bibliographe et fonctionnaire Yuan Xiaoxu, 5e, 6e siècle de notre ère, devait se décider en son âme et conscience s'il était opportun de quitter ses fonctions après avoir longtemps travaillé. Son ami Zhang Youdao consulta pour lui le classique des mutations. Après la cinquième ligne, Zhang était convaincu que cela donnerait l'hexagramme numéro 31, Xian, l'influence, car selon Zhang, mais on n'est pas encore arrivé à la sixième ligne, voilà. Car selon Zhang, influencer, je cite, signifie opérer en réagissant mutuellement. Ce n'est pas un signe de retrait. Ran le freina par les mots. Comment pouvez-vous savoir que la ligne supérieure ne sera pas un 9 ? En effet, la dernière ligne donna l'hexagramme numéro 33, Dun, le retrait ou faire retraite. Au cours de cette naissance progressive des pensées à la lecture d'une configuration, des pensées qui certes s'avèrent erronées, que se passe-t-il donc ? L'interprète suit un processus qu'il considère comme naturel. Seulement, son opération mentale n'est pas à la hauteur du processus. Ce qui nous rappelle un essai de l'écrivain allemand Heinrich von Kleist, essai sur l'élaboration progressive des idées pendant le discours, et ici on pourrait dire essai sur l'élaboration progressive des idées pendant l'acte de la divination. Donc, pendant la dynastie Qi du Nord, 6e siècle, le fils d'un homme très malade fit consulter le classique des mutations par un ami. Le résultat, hexagramme numéro 11, Tai, la paix, rendit l'ami optimiste sur l'état du père, qui guérirait bientôt. Après que le questionnaire fut parti, un témoin de la scène déclara « Le ciel en bas, le trigramme Tien, la terre en haut, trigramme Kun, en haut. Cela signifie plutôt que le père ira en terre. » Et puis après, la triste nouvelle arriva. Illustration instructive de la célèbre phrase l'Aquilée et ainsi son interprétation ne suit pas de règle fixe. Je vous dis fort. Le signe doit toujours être associé à une question, à une affaire concrète. En fait, elle suit un ensemble hautement complexe de règles, mais la bonne interprétation est une sélection issue d'un contexte sémantique global. Là, il existe d'ailleurs des similarités avec les caractères chinois qui couvrent des champs sémantiques en partie très vastes. Le premier empereur de la dynastie Han du Sud, qui fut relativement courte, 60 ans à peu près, même pas, consulta un expert de l'oracle pour lui demander combien de temps sa dynastie durerait. Ce dernier obtint l'hexagramme que je ne vais pas montrer, numéro 24, fou, le retour, et arriva à une durée de 550 ans sur la base de calcul numérologique. Le compte y était, mais avec un 0 de trop, car la dynastie dura juste 55 ans. Le devin avait seulement calculé les nombres de haut en bas, et non comme il aurait fallu de bas en haut, afin de protéger sa vie et en même temps de donner un fondement scientifique à son verdict. Au 8e siècle, M. Cui Chunzhen, alors chancelier de l'Empire, consulta personnellement le classique des mutations
pour connaître son avenir. L'hexagramme qu'il obtint, numéro 1, Tien, le ciel, renforça son optimisme. Mais il n'eut pas de chance. Diverses révoltes du peuple et autres mésaventures entraînèrent sa rétrogradation permanente à des postes de secrétaire, chargé essentiellement de tâches bibliographiques dans divers départements ministériels. Pourtant, après sa mort, la Cour se rappela des mérites de Zui et lui accorda un avancement posthume. Qu'est-ce qu'il avait mal lu? Il s'était basé sur une compilation du classique des mutations, donc le Jiao Shi Yilin, attribué à Jiao Yanshou, datant de la dynastie Han, et dans laquelle le commentaire respectif des lignes était le suivant. Je cite, « Les documents de l'État sont à l'abri dans la terrasse des orchidées. Même si le chaos de la guerre arrive, aucun malheur ne les touchera, eux seuls. » D'un côté, M. Zui avait compris probablement l'expression « eux seuls » comme « lui seul », ce qui est difficile d'interpréter dans un texte chinois. De l'autre, il n'avait probablement pas rapporté à lui-même les documents d'État dont il dut plus tard s'occuper pitoyablement à un rang inférieur. Et enfin, il avait interprété la conclusion disant que dans le mal se trouve aussi le bien, comme étant valable pour toute sa vie. Au plus tard, depuis le IIIe siècle, il est attesté que l'on prenait le classique des mutations également comme objet de divertissement. Donc le jeu et la divination sont étroitement liés. Comme vous savez, dans ce cas, il s'agit de la capacité de deviner un objet caché à l'aide de l'oracle. Shang Binghe, chroniqueur des consultations d'oracles devenus célèbres, parle de ses propres expériences dans ce domaine. Dans sa vieillesse, il amusait ses petits-enfants avec ses récits. Une fois, il s'est trompé pour un détail, c'est contenu dans la préface de ce fameux ouvrage. Il s'est trompé pour un détail lorsqu'il montra une boîte d'allumettes au lieu du fume-cigarette qu'on lui avait caché. Son champ sémantique lui avait indiqué feu, bois et 2 ouvertures. Voilà. Cela signifie que l'oracle peut se référer au présent et à l'avenir, et quelquefois même au passé. Des réflexions théoriques sur les fondements sont, comme mentionné, plutôt rares. Il est rare également qu'on s'intéresse au principe de causalité. L'un des spécialistes les plus célèbres que j'ai déjà cité, Guanlu, donc IIIe siècle, est d'avis que c'est l'avenir qui produit les signes dans le présent. Figurez-vous, l'avenir qui produit les signes dans le présent. Dans cette interprétation, une flèche indiquant la causalité irait de l'avenir dans le présent. Dans la description d'un oracle, qui, encore une fois, sur la base d'un verdict tiré du Jiao Shi Yilin, prédit une victoire des Song du Sud sur le souverain des Jin, un chroniqueur de la fin de l'époque s'étonne, je cite, « Lorsque M. Jiao Yanshou rédigea cet ouvrage, comment pouvait-il savoir que dans les futures générations, il y aurait un Liang, donc un souverain des Jin ?» Et Shang Binghe, déjà cité, commente la réalisation de ses propres prédictions sur l'issue des campagnes militaires des années 1920, comme suit. Comment pourrait-ce être autre chose que l'esprit des mutations? C'est l'esprit des mutations appliqué à une situation précise. Et à un autre endroit, il dit « L'image de l'hexagramme correspondait toujours au fait. Mais même si l'on peut dire qu'il s'agit ici d'affaires humaines, c'est probablement le ciel qui en a décidé. » Donc c'est l'esprit du ciel qui réside dans les hexagrammes qui sont à appliquer à une situation précise chaque fois.
C'est pour ça qu'on peut parler d'une archétypisation, n'est-ce pas, de chacun des hexagrammes du livre des mutations. L'idée de l'instance qui décide de la réalisation d'un oracle était donc pas très précise, un peu floue même. Il ne s'agit pas de la bonne interprétation, qui est pour ainsi dire déjà donnée a priori, même si l'homme est un être qui se trompe. Il s'agit plutôt de la question de savoir d'où vient la véracité du verdict, vu de ce point de vue déterministe. Il vient, comme j'ai souligné, du caractère sacré de l'objet, de l'oracle, d'un esprit qui l'habite, du ciel qui détermine tout, et peut-être que l'avenir influence le présent. Et dans une certaine mesure, le classique des mutations, en tant que phénomène cosmique et en même temps qu'ouvrage dans lequel, les mutations se manifestent, n'est-ce pas, c'est le livre, les mutations en tant que mutations, les mutations en tant que livre, ce qui revient à la même chose presque, prend la place qu'occupe la volonté de Dieu en Occident, à la seule différence que cette volonté divine n'est pas impénétrable pour tous et pour nous. Nous pouvons la calculer, bien qu'à différents degrés d'exactitude et d'imprécision inhérents à notre personne et à notre savoir. Il manque donc l'idée d'un développement linéaire et ainsi saisissable sur le plan téléologique. Et d'ailleurs, jusqu'au XXe siècle, l'idée d'une téléologie de l'histoire n'a pas existé en Chine, sans parler de l'idée de l'apocalypse en tant que point final de l'histoire. L'avenir est ouvert, car multiple. Les possibilités de glissement, par exemple, d'un hexagramme du classique des mutations à un autre, sont multiples et ne suivent pas une logique unidimensionnelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler, disons, d'un point de vue, d'une interprétation cyclique de l'histoire. Il existe aussi une différence avec les verdicts de l'oracle de Delphes. Dans l'oracle chinois, il n'y a pas de Piti qui parle en suivant l'inspiration divine, mais tout est écrit, à part l'écriture planchette, de laquelle j'ai déjà parlé, à laquelle je reviendrai. Certes, l'interprétation peut être erronée en Chine comme à Delphes. Par exemple, dans le fameux cas de Crésus, qui soi-disant détruirait un vaste empire, Estratoisis epitus persas megalen archen katalyseis. Donc tu traverses, mais il a détruit son propre empire. Ce à quoi il ne s'attendait pas. Je ne vois pas ici l'idée du libre arbitre. Par contre, beaucoup plus l'idée d'un optimisme épistémique. Max Weber a attesté à la Chine traditionnelle un optimisme existentiel et fondamental, et en conséquence il critique un manque de tension face au monde. Et nous pouvons aller encore plus loin en constatant un optimisme portant sur la possibilité de détecter les lois du naturel. J'utilise à bon escient l'expression loi du naturel et non loi de la nature pour éviter toute confusion avec les modèles d'interprétation scientifique. La Chine traditionnelle, comme j'ai déjà souligné, n'a pas franchi le pas d'Isaac Newton du livre au livre de la nature, entre autres pour la bonne raison que tout ce qui est naturel au sens plus large, donc du cours des astres aux phénomènes météorologiques jusqu'aux courants qui passent entre les hommes, semble déjà être contenu dans le classique des mutations. La mutation, le devenir permanent, est ici au premier plan. Souvent, ce sont des métaphores organiques qui servent d'illustration à la technique de divination. Naturalisme, l'analyse de ce qui existe déjà a beaucoup moins de valeur que celle qui montre ce qui n'est pas encore, le germe, la pousse, les amorces, les débuts, comme on le dit souvent. Et il y a même des philosophes qui
sont de cet avis. Peter Sloterdijk, un philosophe allemand, a récemment formulé cette idée, probablement sans connaître la tradition chinoise des amorces, en disant que Carl Friedrich von Weizsäcker a déjà parlé de catastrophes prémonitoires dans les années 1980. Il voulait dire par là, l'humanité, je cite Sloterdijk, l'humanité reçoit des avertissements de la vie réelle qui doivent être décryptés et transposés dans le comportement des individus et des institutions. Bon, la vision chinoise traditionnelle accentuerait encore probablement cette idée. Nous sommes, d'après Zhang Zai, d'après les néo-confuciens en général, nous sommes faits de la même matière que le ciel et de la terre, donc la nature. Le génome d'un individu n'est donc, pour ainsi dire, qu'un module de l'univers. L'homme n'occupe pas une place privilégiée comme dans la tradition occidentale. Les permutations que révèle le classique des mutations sont valables aussi bien pour un humain que pour le cosmos. Aucun exégète du classique des mutations n'aurait jamais contesté que, dans la consultation de l'oracle, il s'agisse d'un processus d'interaction avec la vie réelle. Nous voyons donc que, dans une telle vision imprégnée de l'idée de la détermination des modules, le hasard ou simplement l'idée de contingence ne peuvent revendiquer un droit de cité. Il ne peut être ici question ni de contingence du destin, étant donné que le concept essentiellement occidental présuppose l'idée d'un Dieu omnipuissant, omnipotent, qui aurait pu agir ainsi ou autrement. N'est-ce pas William of Ockham dira que quia multum est quod Deus pot est facere, sed non vult facere. Il y a beaucoup de choses que Dieu pourrait faire ou peut faire, mais ne veut pas faire, ni d'une contingence arbitraire pour la bonne raison que le destin est soumis à des lois naturelles. Un pilier de la divination chinoise est l'oracle, un autre vraisemblablement tout aussi ancien, l'hémérologie. Les dates ont une qualité, ainsi que les textes hémérologiques chinois, dont les exemplaires les plus anciens, appelés livres du choix du bonjour, retrouvés jusqu'à présent, datent du IVe siècle avant notre ère. Des jours pour voyager, pour se marier, pour beaucoup d'autres activités, qui parfois contiennent aussi des sections concernant les pratiques magiques. Et même les premières amorces, les premières mentions du feng shui. Pour les vivants, c'est à partir de cette hémérologie que se développa le calcul du destin sur la base des qualités d'une date particulière se rapportant à une origine, fréquemment celle de la naissance d'un homme, ou parfois aussi d'une dynastie, ou celle d'un acte fondateur, etc. Ainsi, la technique du calcul du destin, aujourd'hui encore la plus répandue parmi les Chinois, n'est pas, contrairement à l'astrologie babylonienne et occidentale, orientée d'après la position des astres, quelle que soit la manière dont elle est calculée, mais attribue à l'heure, au jour, au mois et à l'année de la naissance, respectivement, une qualité particulière. Conformément au cycle sexagésimal chinois connu depuis l'époque déjà mentionnée des os oraculaires, chacune des unités de temps possède sa qualité, et de la combinaison de ces qualités résulte un diagnostic de la personnalité censé prédire le destin. Il s'agit donc pour l'essentiel d'une chronomancie, soit d'une divination horoscopique à partir du temps. Il pourrait sembler paradoxal que l'optimisme épistémique que je viens de mentionner, situé dans le cadre de l'horoscope, est plus proche d'une idée, encore que vague, du libre arbitre que quand il est situé dans une opération oraculaire. La divination est en règle générale, contrairement à la prophétie, un outil de décision et ne s'intéresse pas à la connaissance abstraite de l'avenir.
mais on peut négocier avec le destin. Évoquons ici en passant les multiples possibilités de l'exorcisme, les talismans, les incantations et autres pratiques apotropaïques. Mais citons d'abord un exemple provenant de l'univers religieux. En 1550, Xu Zhongjing, rempli d'anxiété, s'adressa quelques mois avant son examen à un moine qui lui prédit, à l'aide de techniques physionomiques, qu'il n'atteindrait jamais le rang académique le plus élevé. Xu fut très affecté, ce qui incita le moine à lui dire qu'il fallait une vertu cachée pour échapper aux caractéristiques de sa physionomie déterminées par la numérologie. D'origine pauvre, Xu se mit aussitôt à imprimer quelques essais et gagna un supplément d'argent en vendant des échantillons de sa calligraphie. Il jeta l'argent gagné dans l'un des plus grands lacs intérieurs de Chine, le Taihou, au profit des poissons selon ses propres termes. Lors d'une nouvelle rencontre, le moine lui attesta désormais cette vertu cachée et miracle, à l'examen de doctorat, il obtint le titre tant attendu. On rapporte de nombreux cas similaires de réussite après des dons désintéressés, au sens de l'époque, pour les temples et les monastères. Dans ce contexte, le dessin semble donc être influençable. Ici, vous avez le côté moral, n'est-ce pas, qu'a déjà évoqué Zhu Xi, avec cette idée de droiture, de bonne conduite, face à un résultat d'un horoscope ou d'une prédiction. Mais il faut bien sûr aussi mentionner les autres possibilités, exorcisme, talisman, incantation, toutes sortes de pratiques apotropéiques. Ce qui m'importe en premier lieu, c'est l'attitude face au destin, bien sûr. Il est rare que, dans l'histoire intellectuelle de la Chine, des voix se soient élevées que certes acceptent sans réserve le pouvoir du destin, tout en remettant en cause sa calculabilité. L'homme étant aveugle, selon le pessimiste Wang Chung, que nous connaissons déjà au 1er siècle avant notre ère, il subit son fatum en aveugle, et c'est pourquoi la divination n'est que charlatanerie. Cependant, en règle générale, c'est l'image optimiste déjà mentionnée de la possibilité fondamentale de reconnaître le destin qui prévaut. Or, il y a plusieurs manières de traiter les résultats qui peuvent être déduits d'un pronostic que l'on considère comme vrai. Une constatation est que, aussi bien un oracle révélant un instantané de ma vie, que davantage encore une révélation sur ma personnalité et mon caractère, permettent de pénétrer ma nature, tout ceci m'éclairant sur les lois naturelles qui régissent le cosmos. Les aléas, les révolutionnes de ma propre existence, je les vis comme une illustration de la régularité des lois qui régissent le changement. Et ce sont particulièrement les soi-disant néo-confuciens du XIe au XIVe siècle qui défendent cette position, comprenant dans l'ensemble des arts antiques comme une voie, certes mineure, moindre par rapport à la philosophie morale, mais située au-dessus de la recherche de la prospérité et du bien-être personnel. La connaissance de soi-même, en alliance ou même peut-être en dépendance de la connaissance du monde, fait de nous des hommes meilleurs. Nous pouvons facilement trouver ici des points communs avec la pensée stoïcienne qui préconisait aussi la divination. Il suffit de jeter un coup d'œil dans les 2 premiers livres de Divinatione, de la divination de Cicéron. L'invention de la liberté et la conceptualisation de la liberté n'a certainement pas eu lieu en Chine. Personne en Chine n'a formulé la trilogie culturelle qu'Orlando Patterson, le théoricien de l'esclavage, et en même temps théoricien de la liberté issue de l'esprit de l'esclavage, reconnaît en Occident.
trilogie consistant de la liberté personnelle, la liberté civique et la liberté souveraine. Pour autant qu'il n'y ait jamais eu une conceptualisation de liberté, il s'agissait alors d'une variante non politique de la liberté individuelle, sur laquelle se sont penchés les philosophes chinois depuis Zhuangzi, vers 300 avant notre ère, variante du renonçant qui coupe tous les ponts le reliant à la civilisation humaine, comme l'entend le sociologue et indologue Louis Dumont. Ici, la liberté est moins, selon Peterson, le manque de limites dans le désir de faire ce qui nous plaît, qu'une déclaration de guerre à la société qui, elle, est perçue en tout cas comme une limitation. En Occident, l'idée du libre arbitre est régulièrement abandonnée, aujourd'hui encore dans certaines variantes de la recherche cérébrale. L'un de ses fossoyeurs les plus sarcastiques fut Friedrich Nietzsche, qui, dans son ouvrage Le crépuscule des idoles, le désigna comme étant, je cite, « le tour de force le plus malfamé qu'il y ait pour rendre l'humanité responsable à la façon des théologiens, ce qui veut rendre l'humanité dépendante des théologiens. Une tentative de gangréniser l'innocence du devenir par la punition et la culpabilité. » L'innocence du devenir est un concept parfaitement adapté au contexte évoqué, dans la mesure où il rend avec précision cette vision chinoise dans laquelle le changement se produit avec une innocence organique. Et notre tâche consiste à nous adapter à lui par la prémonition. Toutefois, cette adaptation n'est pas mécanique, mais exige un haut niveau de moralité. Le représentant le plus célèbre, donc Zhu Xi, a rédigé plusieurs philippiques contre les pratiques de superstition, des pratiques de divination et même de diagnostic de personnalité pour des raisons d'intérêt purement personnel. Cependant, comme nous avons vu, il était aussi profondément convaincu que la destinée était calculable, du moins dans ses coordonnées essentielles, et écrivit plusieurs préfaces, comme on a vu, pour les œuvres de devins avec lesquelles il entretenait des rapports d'amitié. Vous vous souvenez là de cette citation, n'est-ce pas? Je suis d'avis que, aussi, dans ce qui a été octroyé à l'homme, force ou faiblesse, indolence ou vivacité, il y a quelque chose d'immuable. Mais ce qui, en tant que devoir d'action, résulte de bons principes, l'âme noble ne l'appellerait pas destinée, car nous n'avons pas encore entendu qu'il faille agir à partir des bons principes. Dans le court traité De Judiciis Astrorum, Thomas d'Aquin traite les avantages qu'offre l'observation des astres pour la médecine, sanitas vel infirmitas corporis, pour le labourage, ubertas vel sterilitas fructuum, pour la météorologie, tempestas et serenitas aeris. L'observation des astres n'est pas inutile, non est inconveniens, pour ce genre de choses. Toutefois, ces pratiques sont clairement limitées dans leurs résultats. Elles ne doivent pas entraver le libre arbitre, n'est-ce pas? Car la volonté de l'homme ne doit pas être assujettie aux astres, sinon le libre arbitre disparaîtrait. Car il se pourrait que le diable s'immisce dans l'œuvre des experts en astrologie. Sed diabolus ut omnes pertrahat in errorem immissetse operibus eorum qui judicis astrorum intendunt. Contrairement à Thomas d'Aquin, pour lequel le cas semble être clair, Zhu Xi n'a pas vraiment réussi à trancher la question de savoir si la décision de bien agir dépend du libre arbitre. Sa phrase contenant une négation, « Nous n'avons pas encore entendu qu'il faille agir à partir de bons principes », pourrait certes nous faire penser à ce volontarisme éthique, mais sans l'exprimer explicitement et sans pouvoir le faire éventuellement. Car quel instant serait approprié pour le faire?
Pour notre compréhension de la liberté, il faut une idée, voire même une notion dont on peut se prévaloir. Mais pour terminer, je voudrais soulever la question de savoir si, en Chine, cela n'a pas été plutôt la pratique elle-même, celle de l'interprétation des dates et dans une moindre mesure celle de l'oracle, qui offre des lieux de liberté. Le classique des mutations, lui aussi, pouvait être consulté jusqu'à 3 fois au maximum pour la même question. L'objet est donc déjà un peu influençable, et même une date peut être influencée dans une certaine mesure. En Chine, la conviction selon laquelle on peut négocier avec le destin est aujourd'hui encore dans les esprits. En dépit de toutes les tentatives d'éradiquer la religion et les pratiques de la superstition, une liberté qui n'a jamais dû se traduire par un concept se manifeste par exemple dans le fait que la Chine a le taux de césarienne le plus élevé au monde. La moitié de tous les enfants viennent au monde de cette manière, au bon moment. De plus, changer son nom en une combinaison de caractères qui s'harmonisent mieux avec l'horoscope personnel est un usage courant. Voilà donc quelques exemples de possibilités d'arrangement avec le destin dans le cercle restreint des affaires personnelles. Il y en a encore beaucoup d'autres. Naturellement, le résultat de cette négociation est plus positif quand notre vie est guidée par des normes morales de haut niveau et que la liberté apparaît, pour ainsi dire, comme une reconnaissance de la nécessité. C'est Hegel. Mais cela reste secondaire, eu égard à la possibilité de principe de comprendre le fatum comme fortuna, dont les bienfaits peuvent être manipulés par le choix du bon code, du bon chiffre. Je calcule, donc je suis libre. Merci de votre attention. Merci pour cette... moi, je ne sais pas quelle impression vous retirez de ces conférences de Michael Lackner, mais moi, je trouve ça complètement captivant. Hein. Non, quoi dire. Donc, oui, alors... on a assisté à un exercice de dialectique. Alors, c'est vraiment du Hegel, mais comment dire, tout en finesse, du Hegel cynisé, si j'ose dire. Donc, je ne sais pas si c'est à prendre pour un compliment, mais en tout cas, c'est quand même difficile à accepter. Oui. Oui, alors juste avant de donner la parole à la salle, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas initiés donc à la manipulation des tiges d'Aquilée, vous pouvez consulter donc le site web de l'IKGF, donc que dirige Michael Lackner, où vous voyez une vidéo qui vous montre exactement, enfin, c'est comme une recette de cuisine filmée, enfin, qui vous montre exactement comment on fait. Donc, si vous voulez essayer, parce que sinon, impossible de consulter le livre des mutations. Hein. Donc là, il y a une vidéo qui est très très bien faite. Je me permets de la signaler. Merci. Enfin, évidemment, sur ce site, il y a beaucoup d'autres choses tout à fait intéressante. J'aurais juste une question en ce qui me concerne à propos donc de cette terminologie de la divination. Donc on a Bu, on a Jan, etc. Et il y a ce terme de Zhi que tu as traduit par lui soumettre des faits par des questions. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un instant là-dessus, parce qu'on est passé assez vite. Est-ce que ça a quelque chose à voir justement avec une thématique qui a sous-tendu toute la conférence, à savoir qu'au fond, le résultat
de la procédure divinatoire dépend en quelque sorte, enfin, a quelque chose à voir avec la formulation de la question, la façon dont la question est formulée. Enfin. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Elle dépend de la façon dont la question est formulée. Elle dépend aussi du moment, de l'instant précis où la question a été posée. Oui. Elle dépend des faits qui sont soumis effectivement par le questionnaire au maître de l'oracle ou à soi-même, ça dépend, n'est-ce pas? On est libre de procéder à un oracle pourvu qu'on ait nettoyé la salle, qu'on s'est purifié, qu'on se soit purifié, etc. etc. Donc oui, et puis beaucoup plus tard, le Meihua Yishu, donc un oracle, une forme d'oracle qui est attribuée à Shao Yung, mais qui a vu la lumière du jour beaucoup plus tard, au XVIe siècle à peu près, mise effectivement uniquement sur le moment. Et compte ou fait une numérologie, ou établit une numérologie qui dépend absolument du hasard, on dirait, nous. Donc, c'est vraiment, oui, comme mundane astrology, n'est-ce pas? Tu entres dans une salle, c'est-à-dire, et celui qui va faire la carte du ciel ne mise pas sur l'horoscope de naissance, donc sur la nativité, mais sur le moment précis où le client est entré dans son bureau, finalement. Donc là, c'est autre chose, mais ici, on a une espèce de combinaison entre les deux, je pense. Donc, entre, disons, un oracle qui ne peut pas être changé, dont les phrases, les énoncés ne peuvent pas être changés, mais qui, en même temps, est toujours appelé à s'adapter au moment précis, à la question, au fait, effectivement. C'est la matière, n'est-ce pas? C'est la matière qu'on soumet à l'oracle, finalement. Oui, tout à fait. Et je pourrais même compléter un peu pour Chong le roi, que cette vidéo que tu as si gentiment mentionnée donne aussi, disons, non pas seulement, disons, le procédé ou une présentation, une introduction au procédé, mais aussi l'arrière-plan cosmologique. Donc pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, on compte comme ça, etc. Ça correspond au nombre des jours de l'année, aux 4 saisons, aux mois intercalaires, etc. etc. Donc on voit très bien l'arrière-plan cosmologique qui a été ajouté après, bien sûr.